Je m'appelle Tristan Limoges. Je suis directeur des ventes pour une entreprise de suppléments alimentaires. Je m'appelle Marc-Antoine Ricard, je suis consultant marketing et publicité numérique. On s'est rencontrés dans un contexte d'affaires, en pleine pandémie, et on s'est découvert une passion commune pour les martinis. Aujourd'hui, on te propose des discussions de bureau sur des sujets variés en lien avec les affaires en format 5 à 7 virtuel. Assis-toi confort avec un drink, mets tes écouteurs. Bienvenue à Entre deux martinis. Salut tout le monde, bienvenue au 13e épisode de Entre deux martinis avec Marc-Antoine et Tristan. Aujourd'hui, 2 mars 2021, en plein cœur de la semaine de relâche scolaire. Salut Tristan, comment ça va? Salut Marc, ça va bien toi? Ça va super bien. Est-ce que tu profites pleinement de ta semaine de relâche? Écoute, j'en profite au bureau, j'en profite au travail. Pour moi, c'est pas du tout une semaine de relâche. Fait que je peux pas dire que j'en profite comme plein de familles et plein de gens en profitent en ce moment. Moi non plus. Ben, en fait, on s'est dit que demain, peut-être qu'on allait faire... en fait, demain, on va faire une activité, là... essayer de faire de quoi, là, parce que moi, ma blonde recommence à travailler la semaine prochaine parce qu'elle est prof, puis elle a fini son congé de maternité également, en même temps. Fait que c'est gros changement à venir dans les prochaines semaines. Fait qu'on va essayer de faire quelque chose, là, prendre ça un peu plus smooth. J'avais pris de l'avance un petit peu dans ma job cette semaine, puis demain, je sais que j'ai une journée plus tranquille, fait que je vais pouvoir en profiter. Ça annonce-tu ça, un sujet de podcast dans les prochaines semaines de conciliation travail-famille, ça? Ah, peut-être. Peut-être. Fait qu'on se parlait avant, tu me disais que toi, t'avais un game changer pour le martini, quelque chose qui va révolutionner l'art de faire des martinis, fait que je t'écoute. Marc-Antoine, est-ce que tu aimes les martinis? Non, je suis passé comme une infopub, incroyable. Marc-Antoine, est-ce que tu aimes les martinis? Est-ce que tu aimes vraiment les martinis? Un peu, oui. Ah, écoute, mais ouais, et cette semaine, j'ai pas une recette, ou j'ai pas un gin, ou j'ai pas un vermouth à faire découvrir, mais dans ma quête incessante de trouver la recette suprême de martini, dirty martini dans notre cas, parce que on sait bien qu'on préfère quand il y a un petit peu de jus d'olive dans la recette. C'est ça. J'ai trouvé quelque chose d'extraordinaire que je vais essayer et avec lequel je vais sûrement formuler quelques recommandations ou même feedback. Savais-tu, Marc-Antoine, que tu peux faire un dirty martini sans les olives? Oh là là, le silence! Wow, le silence est évocateur, c'est malade, c'est éloquent. Mais attends un peu, là. Ben, genre, tu fais juste mettre du jus d'olive. Ouais, mais, ok, oui, mais quand tu mets le jus d'olive, t'as besoin du pot d'olive. Oui, effectivement, pour mettre... Ben, en fait, ou tu peux faire comme moi puis conserver ton vieux jus d'olive dans un pot. Oui, il y a ça aussi, mais ça, c'est un peu creep, puis ça fait bizarre quand les gens ouvrent ton frigidaire puis ils se demandent qu'est-ce que tu fais avec ça. Bref. Ouais, tu connais mon style d'olive. Ouais, mais écoute, j'ai trouvé, après des recherches quand même assez exhaustives sur Google, qui se vend du jus d'olive en pot. Ah! Seulement le jus d'olive. Hey, j'en reviens pas. Sérieusement, là, cette semaine, je disais direct ça à ma blonde. Maudit, ça serait cool que quelqu'un invente le jus d'olive en pot, que ça soit juste du jus d'olive. Puis c'est comme à toutes les idées de génie que j'ai eues dans ma vie, on dirait tout le temps qu'il y a quelqu'un qui l'a eu avant moi. Ben écoute, il y a quelqu'un qui va être millionnaire avant toi, c'est sûr, parce que c'est clair, je vais l'essayer. C'est clair. Calvaire. Puis t'achètes comme... ça? Écoute, ben attends, qu'est-ce que t'allais dire? C'est comme... Ah, j'allais dire, c'est comme un moment donné, moi pis... moi pis Gabriel, qui est venu sur le podcast il y a une couple de semaines, ouais. Salut. On parlait comme ça un moment donné, puis on s'était dit que ça serait vraiment débile qu'on invente une machine à crémer dans le sud. Tu sais, c'est plus chiant que de se crémer quand t'es dans le sud. Ouais, et là, nous, on avait inventé... Hein? Surtout si t'es tout seul. Ouais, là, essaye de te rejoindre l'homoplate, là, c'est pas cool. Fait qu'on avait inventé une machine que tu mets un 2 piastres dedans, ou peu importe, tu vends ça dans les resorts, tu rentres là-dedans, puis ça te spray de la crème. Genre 360. Incroyable. Puis là, après ça, ben, est-ce qu'on a vu ça passer sur Facebook ou whatever, une couple d'années plus tard, on s'est dit, ça y est, quelqu'un nous a écouté cette journée-là, puis il a inventé notre machine révolutionnaire. Mais donc, tout ça pour revenir au jus d'olive, qui est une autre des idées qui t'a été volée, bien malgré toi. Mais écoute, c'est malade. Puis c'est drôle parce que, tu sais, depuis qu'on fait le podcast, ceux qui nous écoutent, puis on a des amis, des contacts, tu sais, des gens qui me parlent de martini, puis pour vrai,
Je conçois et je comprends que le martini, c'est peut-être pas un drink qui est pour tout le monde. C'est pas tout le monde qui aime ça. Tu sais, puis curieusement, drôlement, en fait, j'ai le goût de dire, c'est à cause des olives. Moi, je savais pas ça, mais il y a du monde qui aime pas les olives. Ouais, moi je le savais, j'ai des chums qui arrêtent pas de dire que c'est dégueulasse à cause justement des olives. Bon, ben écoute, à part qu'ils sont morts en dedans, je sais pas trop quoi leur dire. Carrément. Mais je suis en train de switcher dans la cause connaissance. Ouais, non, c'est ça. C'est plus tes amis Facebook, on s'entend. On les salue quand même, mais c'est plus tes amis Facebook. Bref, ça pour dire, il y a du monde qui aime pas les olives, mais le goût du jus de l'olive dans un martini, ça, les gens aiment ça généralement. Donc, le produit que je te parle vient répondre à tous ces problèmes-là. C'est genre des soucis, des ennuis, besoin d'un martini qui goûte le jus d'olive, pas d'olive. On a ce qu'il faut, là. C'est malade, là. Et ça s'appelle... Ça les intrépides jus d'olive? Non, écoute, ça s'appelle Filthy Olives, le nom du produit. Je l'ai trouvé sur Amazon. En fait, ça m'a dirigé vers Amazon pour l'acheter. Je pense qu'il doit y avoir d'autres endroits où tu peux te procurer ça. Mais clairement, c'est vraiment la saumure d'olive en pot qui se vend expressément pour les martinis. Et, dans le fond, c'est un gars plus wise que moi. Il a gardé tous ses fonds de pot puis il a parti une chaîne de production. Ça fait peut-être 20 ans que le gars, il boit juste ça, des dirty martinis, puis il fait juste ça garder du jus d'olive qu'il met dans des cuves en inox. Ça se peut. Un gars il a bien du 5 à 7 dans le ouais, il a fait ça. Il a investi dans son futur, lui. Il s'est dit toutes les 5 à 7, ça va payer plus tard. Bref, je me promets d'essayer le produit. Tu l'as-tu commandé? Oui, ben en fait, oui. Puis là, je m'en veux un peu parce que moi, Amazon, j'essaie de rester loin de ça un peu. Puis les commandes, tout ça, je trouve que j'ai un peu cassé de party. Là. C'est moi qui est mort en dedans là, pour cette affaire-là. Là. J'aime moins ça. Puis je me suis dit, je vais essayer de trouver dans quel magasin je pouvais trouver ça. J'ai pas le temps, j'ai le goût de l'essayer rapidement. Je vais le faire, mais je me promets de regarder puis d'être à l'affût, voir s'il y aurait pas ce genre de produit-là dans des petits magasins plus locaux, là, qui plus de chez nous, là, où ils vendraient ce même genre de produit-là. Un peu, tu sais, je pense au magasin Monsieur Cocktail, des choses comme ça, là, qui ont peut-être de quoi de similaire à proposer. Fait que je vais regarder ça. Mais ça pour dire, d'ici là, Filthy Olives, je vais l'essayer, je vais revenir avec mon appréciation, mais tant qu'à moi, c'est un game changer. Donc, c'est ce que je voulais parler. Ben, en fait, pour nous autres, on aime ça les olives, fait que... Oui. Mais le problème qui arrive, c'est qu'un moment donné, c'est que... En tout cas, je sais pas toi, mais moi, ce qui finit par arriver un moment donné, c'est qu'il reste toujours plus d'olives dans le pot que de jus. Tout le temps. Tout le temps. C'est ça. Puis l'autre chose aussi, c'est qu'il y a des olives... puis il y a des olives qui sont super bonnes à mettre dans un martini, mais que la saumure goûte pas exactement ce que tu voudrais que ça goûte pour le martini. Je prends un exemple, j'aime beaucoup les olives Cerignola. Ceux qui sont italiens vont peut-être savoir de quoi je parle. C'est des olives très vertes, très foncées, limite genre vert forêt, là, avec des gros noyaux dedans. Ça, moi, j'aime bien ça dans mon martini, sauf que la saumure de ces olives-là goûte pas exactement ce que tu voudrais que ça goûte dans ton martini. Donc, problem solved. Tu mets le jus d'olive de l'autre, puis tu mets tes grosses olives que t'aimes dans ton martini. Et voilà. Extraordinaire. Donc, je pense que... Si jamais quelqu'un nous écoute puis qui sait où qu'on peut acheter ça au Québec... écrivez-nous! Amazon, écrivez-nous! Ah oui! Écrivez-nous! Je vais être heureux. Je vais juste rappeler les endroits où vous pouvez le faire. D'habitude, on le fait à la fin, mais là, on va le faire au début. Fait que vous pouvez nous suivre, dans le fond, sur notre page Facebook, entre deux martinis. Sur Twitter, @2 martinis, tout en lettres. On est sur Shopify, sur YouTube, sur Apple Podcasts, puis sur SoundCloud. Si vous voulez nous écrire un courriel, c'est entre2martinis@gmail.com, entre2martinis, tout en lettres. Donc ça, c'est dit. Puis écrivez-nous si jamais vous savez. Yes, mais là, toi, t'as-tu une petite recette ou un petit quelque chose à nous partager? Ouais, ben en fait, oui. Ben, j'ai pas une nouvelle recette. Dans le fond, j'ai réutilisé mon gin Tundra, que ça faisait un petit bout de temps que j'avais pas bu, que j'ai vraiment aimé. Mais je reste un peu dans ta thématique d'olives parce que j'ai des olives avec noyaux, des olives de riches, des olives de baller. C'est la consécration. Je pense qu'on pourrait arrêter le podcast là, puis je pense que la journée serait faite. Carrément, c'est les olives Azaro du Costco. Un de mes chums m'avait dit dans ton prochain martini, essaye ça, sont vraiment débiles. L'olive est folle, la saumure est débile aussi. Fait que ça fait des martinis vraiment exceptionnels. Puis là, je me disais que je commençais à avoir pas mal de pression pour mettre des olives plus de qualité dans mon martini. Donc, j'ai cédé sous la pression. Ben là, tu vas pouvoir garder tes autres olives avec un petit piment pour tes sandwichs pas de croûte. Là. Exactement. Parlant de pression, parce que t'as-tu remarqué la transition tout en Hey, pour vrai, là, je suis rendu... Si
les transitions étaient enseignées à l'école. Je pense que le monopole de l'enseignement de cette technique-là nous reviendrait entièrement. Carrément. Et j'oserais dire que le Conservatoire des arts et des lettres devrait communiquer avec nous pour avoir Fait que si vous nos nous écoutez, conseils. entre deux martinis @gmail.com. Extraordinaire. C'est magique comment on fait des belles transitions. J'adore ça. Fait que je te laisse aller, vas-y. Ben, en fait, c'est ça. Je voulais juste faire l'introduction. On parlait de mettre... ben, c'est ça, j'ai eu de la pression parce que depuis le début, je suis là avec mes olives, nos compliments de cheap dans mon martini. Puis là, ben, j'ai des bonnes olives parce qu'à toutes les fois, j'avais pas ma carte de membre au Costco. Puis toutes les fois que quelqu'un y allait, j'oubliais de demander d'acheter ces olives-là. La dernière fois, mon père est allé. Puis là, j'y ai pensé. Fait que j'ai envoyé la photo. J'ai dit, tiens, ça me prend cette peau-là. Puis, that's it, je l'ai eu. Et puis, c'est ça, ça a tout changé. Céder sous la pression. Mais, ça pour dire que aujourd'hui, notre sujet du jour, vous l'avez deviné, ça va être de parler de la pression qu'on vit au travail, dans notre vie, etc., en ce moment. Dans le fond, en ce moment, on parle en temps de COVID puis en temps de tout, mais aussi même en temps régulier, on est quand même bon à se mettre de la pression et tout. Fait qu'on va parler un petit peu de ça, nous, dans le fond, si on se met, comment qu'on se met de la pression, puis comment qu'on deal avec ça. C'est pas évident tout le temps, puis c'est ça. Je pense que ça va faire un bon sujet, surtout en cette période-là où le printemps, on sent qu'il approche et tout, puis peut-être que là, justement, la pression va peut-être tomber un petit peu, justement. Ouais, puis tu sais, notre formule, l'idée de notre podcast, c'est vraiment un 5 à 7 virtuel. Puis souvent, les 5 à 7 en temps normal, quand tu te réunis avec des collègues de travail ou avec des amis après une grosse journée, ben, tu sais, c'est pour un peu relâcher cette pression-là aussi. Fait que je trouve que ça fait un beau... c'est une belle façon, justement, d'aborder ce sujet-là, de se dire, tu sais, c'est un 5 à 7 virtuel. D'habitude, on s'en sert pour libérer la pression, mais là, on va en parler aujourd'hui. On va comme affronter le problème de face en discutant ensemble. Puis, ouais, exact. Puis, tu sais, je trouve ça intéressant ce que tu dis parce que, tu sais, en temps normal, dans la vie avant l'apocalypse, tu sais, la pression, il y en avait tout le temps. Puis là, je pense juste que depuis la pandémie, depuis le télétravail, depuis que la réalité au quotidien s'est transformée un peu pour beaucoup de monde, ben la pression a changé un peu les causes de cette pression-là qu'on peut se mettre sur nos épaules ou qui est induite par les collègues de travail ou par un patron ou par un projet qui est en cours. Ça l'a changé un peu, mais ça demeure quand même la pression, tu sais, elle est là. Puis moi, ce que j'avais le goût de te demander, c'est quel genre de pression, y a-t-il une pression que tu avais avant, que tu n'as plus vraiment maintenant, mais quelque chose de nouveau que tu n'avais pas avant? Y a-t-il quelque chose qui a changé? Depuis, tu parles de la COVID ou dans... Depuis la COVID. J'appelle ça l'apocalypse maintenant aussi. Je trouve que c'est un plus beau mot théâtral pour parler de ce qui nous est arrivé v'là bientôt 1 an. Donc, avant l'apocalypse et après l'apocalypse. Ben... C'est sûr qu'au début, quand ça a commencé, tout ça, tu sais, c'était un peu le néant pour tout le monde, là. Fait que la pression que j'avais à ce moment-là, c'était de dire... c'était plus une anxiété, en fait, qu'une pression, là. C'était plus de savoir, tu sais, ça va... À quel niveau ça va m'impacter au niveau de la business? Est-ce que je vais... tu sais, mes clients vont-ils tous faire faillite? Est-ce que ils vont tous arrêter de faire affaire avec moi parce que ils vont avoir peur de leur côté aussi de plus avoir de revenus et tout? Fait que c'était pas tant une pression, plus une anxiété. Finalement, ça m'a pas impacté. Je suis vraiment chanceux, ça m'a pas vraiment impacté parce que la majorité de mes clients étaient soit un service essentiel ou était resté ouvert. Fait que dans le fond, pour le temps de la pandémie. Fait que, en gros, ça revient pas mal à dire que c'était pas mal des services essentiels. Puis j'ai martelé, dans le fond, aux autres que. Il y en a qui ont fermé aussi, mais j'ai continué à marteler de dire écoute, il va y avoir un moment donné, un après, puis si on disparaît de la map complètement aujourd'hui, ça va être dur de remonter la pente. Fait qu'on est mieux de quand même continuer nos efforts, quitte à au pire réduire un petit peu les budgets, mais au moins continuer à avoir une présence, mettons, sur les médias sociaux, ces choses-là, pour être sûr que le monde ne nous oublie pas, puis que quand on soit prêt à relancer puis à réouvrir, on a déjà un edge, parce que dans le fond, on va avoir continué à parler aux gens, puis on va être resté dans la tête des gens, que si on n'avait rien fait, puis que là, ça aurait été vraiment plus désastreux. Donc la pression s'est déplacée un peu. T'sais, la forme de pression s'est déplacée, transformée un peu. C'est ça. Là où j'ai eu de la pression, c'est plus moi, dans mon, mettons, en parcours professionnel, c'est sûr que dans le fond, quand j'étais employé, ma pression,
comme j'ai déjà expliqué dans d'autres podcasts, j'étais tout le temps, si tu veux, directeur de compte, fait que j'étais responsable des ventes souvent. Ma pression, c'était de faire mes objectifs, mais tu sais, une fois que c'était fait, je prenais ça un peu ça smooth, puis c'était pas... quand les chiffres étaient là, ben tu sais, personne chialait, puis tout allait bien. Là où vraiment il y a eu un shift de pression, c'est quand je suis parti à mon compte. Là, t'as une pression de performance comme telle, parce que je veux dire, t'as plein d'affaires à apprendre. Tu peux pas tout savoir, puis dans le fond, t'as plein de nouveautés. Fait que t'as la pression de te dire, ben, faut que j'apprenne ça, tu sais, rapidement, vite, faut que je sois tout le temps performant. Moi, c'est ça, vraiment, c'est une pression plus de performance que j'ai, là. C'est de l'anxiété de performance? Ça peut être ça aussi, en fait. Je sais pas si t'as une différenciation entre les deux, comment t'expliquerais ça, là? Non, mais je veux dire, l'anxiété de performance génère de la pression. Dans ma conception de la chose, tu sais, parce que tu fais de l'anxiété de performance, tu te mets de la pression sur les épaules. OK, ben à ce moment, dans cette optique-là, je te confirme que oui. OK, c'est bon. Tu réponds bien à la question. Non, mais c'est vrai, tu sais, puis tu sais, ça arrive souvent, surtout dans le domaine où je suis, qui est constamment en changement, qu'il y a des fois des choses que je sais pas, ben là, je me remets tout en question à dire comment ça se fait que je savais pas ça, tout le monde sait ça. Dans le fond, faut que je mange les bouchées doubles pour apprendre cet aspect-là que je connaissais pas. Mais la réalité, c'est que dans 2 semaines, il va y avoir encore une nouveauté. Fait que c'est oui, dans le fond, c'est une anxiété de performance parce que je me dis, ah, tu sais, d'un coup, je pense que ça fit un petit peu avec aussi, on avait parlé du syndrome de l'imposteur dans un autre épisode. Je pense que c'est comme tout interrelié un petit peu, tout ça. Parce que en te disant, je sais pas ça, dans le fond, on va me démasquer, ils vont se dire, ah, il sait pas ça, il doit pas être si bon que ça. Fait que là, t'as de la pression de te dire, je dois apprendre ça. Tu sais, c'est comme un peu un cercle vicieux, là. Oui. Ah oui, absolument. Non, écoute, c'est fou parce que justement, tu sais, la pression, je pense que ça a un paquet il y a un paquet de causes qui peuvent amener à ça. Tu sais, puis là, t'en as parlé d'une, puis je trouve que, en fait, moi j'en aurais parlé aussi, mais c'est bon que toi t'en aies parlé. L'anxiété de performance, je pense que c'est une des plus grosses causes de pression que tu peux vivre quand t'es au travail. Surtout si justement, tu sais, chaque personne étant différente. Chaque employé dans une entreprise étant différent, c'est pas tout le monde qui vit ce problème-là au même niveau, mais l'anxiété de performance pour quelqu'un comme moi aussi, c'est quelque chose qui me hante beaucoup, là, tu sais, c'est à l'intérieur de moi, puis je vais me mettre beaucoup de pression par rapport à ça. Puis tu sais, moi, tu sais, comme je te dis, je parle de avant l'apocalypse, après l'apocalypse, avant mars dernier, tu sais, pour moi, la performance puis la pression, je me la mettais pour performer, mais c'était un peu, comment je dirais ça? Quand tu travailles, tu sais, pour les ventes, il y a tout le temps un peu cette dimension-là où tu sais que c'est toi qui ramènes les revenus dans l'entreprise. Mm-hmm. Donc, la santé de l'entreprise est un peu tributaire des performances que tu amènes, des revenus que tu amènes. Mais tu restes quand même un peu isolé là-dedans. Tu sais, t'es tout seul. Puis moi, tu sais, j'étais à mon compte, mais en même temps, là, je travaille pour l'entreprise familiale. D'ailleurs, tu sais, j'étais arrivé en février dernier, un mois avant que tout foute le camp. Puis j'étais rempli de bonnes intentions, puis j'avais plein de promesses, puis j'entrevoyais l'avenir avec tellement de bonheur, puis de positivisme. Un renouveau, tu vois. C'était extraordinaire, tu sais, là, j'étais allé chercher de l'expérience ailleurs, j'étais prêt, c'était un nouveau défi, c'était malade. Puis tu sais, mars était arrivé, et tout mon concept de pression puis d'anxiété de performance a changé parce que là, je me suis mis à penser aux gens autour de moi, à tous les employés qui travaillaient dans l'entreprise, qui eux aussi étaient tributaires de mes performances. Avant, je le savais, mais on dirait que je pensais pas tant que ça. Ça faisait pas partie de mes réflexions au quotidien. Mais là, quand tout ça s'est arrivé, c'était si on vend pas, si on se revire pas de bord, si on sort pas de ça, beaucoup de personnes. Gagnant, écoute, ça. Puis oui, c'est cute, la PCU, la PCRE, tous les noms qu'ils leur ont donnés, tous les programmes gouvernementaux de bouées de sauvetage, qu'on va payer pendant 25 000 ans, en tout cas, 25 siècles, peu importe, là. Tu sais, c'est cute, c'est le fun, mais reste que des humains en arrière de ça, puis moi, ça m'a vraiment, tu sais, la pression, je trouve ça le fun qu'on en parle, elle a pris une autre saveur cette année. Vraiment, c'est complètement différent. Quoi, tu dirais que tu t'es mis une pression comme
social, mettons? Genre le poids du monde sur mes épaules, là. Dans le fond, t'es devenu plus empathique, mettons? Ben, je pense, je l'ai toujours été, vraiment, vraiment beaucoup, mais là, ça m'a comme frappé comme un train. Là, je me suis mis à, tu sais, je me levais le matin puis je pensais aux employés qui se levaient chez eux puis qui rentraient pas au travail. Parce que aussi, à un moment donné... Moi aussi, ça m'a fait ça un peu. Ouais. Un peu au début, comme je me disais, tu sais, il faut que c'est le temps d'aider le monde, de donner, tu sais, faire, je sais pas, du contenu, de donner des choses gratuites, whatever. Fait que je pense qu'il y a pas mal de monde qui ont eu ça au début, quand même, comme tu sais, sûr que ça allait pas. Puis tu sais, on va se le dire, là, toi, t'avais de la pression quand même quand tu dis que t'as commencé. Moi, on a commencé à travailler ensemble, nous autres, au mois de quoi? C'était avril. Avril. On était en plein dedans. Mais tu sais, je veux dire, je pense que là, ça va faire 1 an. Je pense que depuis 1 an, on a une évolution incroyable malgré la pandémie. Fait que on a la chance aussi d'être un domaine qui est pas, tu sais, en fait, ouais, vous autres, l'entrepôt aurait peut-être pu fermer, là, étant donné s'il y avait eu les mesures sanitaires. Il aurait pu arriver un paquet de trucs, là, tu sais, j'épargne les détails, mais il aurait pu arriver un paquet de choses. Puis, tu sais, il y a une partie de notre entreprise qui est plus des bureaux administratifs, tout ça. C'est vrai. Je suis rentré un matin, j'ai dit à des gens qui étaient assis devant moi, j'ai dit, ben, tu sais, on vous reverra pas, là. T'sais, pour un moment, ils sont revenus, puis je suis la personne la plus heureuse du monde parce qu'ils sont revenus au travail, ils ont pris leur poste, puis là, ça va super bien. Mais à ce moment-là, en avril dernier, on a fermé la shop, si tu veux, la belle expression consacrée. On a fermé la shop pour 2 mois jusqu'au mois de juin où il y avait personne qui allait au bureau. Là, moi, j'y allais de temps en temps dans la semaine pour faire de la paperasse, checker que tout allait bien, puis mais tu sais, c'était moi tout seul, là. Il y avait personne d'autre qui était là. Fait que c'est spécial. Ça, c'est une dimension de la pression. Tu sais, je pense à des amis aussi qui ont vécu ça d'une façon complètement différente. J'ai des amis ingénieurs. Puis tu sais, les projets comme tels sur lesquels ils travaillaient dans des firmes d'ingénieurs ont pas été annulés ou cancellés. Ils ont été ça n'a même pas été mis sur la glace. Les projets se sont poursuivis, mais ils ont été obligés de travailler à équipe ultra réduite sur le même projet qui employait peut-être le double du monde avant. Mais il fallait que les livrables soient dans les mêmes échéances. Oh boy. C'est fou, là, tu sais. Fait que ça aussi, c'est de la pression, c'est différent. Mais les plus jeunes, là, les jeunes ingénieurs, là, les Green qui étaient là, eux autres, ont été remerciés, ou si tu veux, ils ont été renvoyés, tu sais, à la maison avec justement, là, les programmes de subvention, les PCU, puis tout ça, jusqu'à temps qu'ils puissent être rappelés. Mais pendant ce temps-là, les projets continuaient et les ingénieurs qui étaient là depuis longtemps, eux autres, ils continuaient à travailler là-dessus avec davantage de pression parce que les échéanciers changeaient pas. Ça, c'est fou, pareil. Non, c'est clair qu'il y a beaucoup d'affaires qui ont changé, mais tu sais, sinon, mettons, outre, tu sais, on a parlé, oui, depuis le début de la pandémie. Moi, tu sais, je te disais la pression que j'ai, mettons, pandémie ou pas. Ouais. Toi, tu sais, normalement, quel genre de pression tu te mets quand mettons, en situation normale, que tout va bien, puis tu sais, c'est business as usual, là. C'est quoi le genre? Tu te mets-tu de la pression ou t'es smooth? Ben, non, je suis pas smooth. Hey boy, non. Je suis loin d'être smooth. Puis d'ailleurs, tu sais, ça revient à un autre sujet qu'on a couvert un moment donné pendant un de nos podcasts qui était, tu sais, la gestion des attentes. Puis, ouais. Tu sais, je sais pas si tu te souviens, mais on parlait de, tu sais, les attentes qu'on a envers nous-mêmes, mais envers les autres. Puis, tu sais, je suis quelqu'un de très exigeant au niveau de mes attentes. Puis, tu sais, je disais justement que j'ai travaillé beaucoup là-dessus, puis d'accepter que c'est pas tout le monde qui approche son travail puis ses responsabilités de la même façon. Puis, c'est normal si c'est pas tout le monde qui a la même rigueur, mettons, que toi, tu peux avoir dans quelque chose. Mais il y a une pression à ce niveau-là. Tu sais, moi, je me mets de la pression pour... ça revient encore un peu à la performance, mais je me mets de la pression pour être exemplaire, pour donner l'exemple, pour faire les choses correctement. Puis oui, avoir des bonnes performances de vente parce que je suis là-dedans. Mais tu sais, tu vois, quelque chose qui a changé pour moi dans la dernière année, c'est que j'ai touché un peu plus à un volet marketing. Tu sais, j'ai travaillé avec toi, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés, qu'on a développé notre relation, qui nous a amené à faire le podcast. Mais tu sais, je touche beaucoup plus au marketing depuis 1 an, puis je me mets de la pression aussi là-dessus d'apprendre, puis de devenir bon à la limite de mes capacités, là, tu sais, de dire genre je vais être le meilleur dans la limite de mes capacités. Là. Genre je vais comprendre tout ce qu'on me dit, puis tout ce qu'on m'envoie comme information, je vais tout comprendre ça dans le marketing. Mais c'est une bonne affaire là, parce que ça te permet justement d'avoir des discussions, tu sais, plus mettons stratégiques.
Ouais, exact. Mais en même Mais temps, en même temps, c'est sûr, je peux pas demander à tous mes clients d'être top, si tu veux, en marketing, parce que à quelque part, ils m'engagent pour les aider, mettons, avec ces choses-là, mais j'essaie le plus possible de, oui, de me mettre, je sais pas si c'est une pression, mais d'éduquer aussi un peu mes clients pour que quand je leur parle de quelque chose, ça soit pas du chinois, là. Qu'on se comprenne, puis qu'ils comprennent aussi ce que je fais, les ouais, raisons, etc. c'est Euh, important. je pense que ouais, parce que si je le faisais pas, en même temps, je pense que c'est une manière aussi de justifier un peu ta valeur, là. Que Ouais. si tu fais juste faire des choses, sans tenir au courant ton client, puis qu'il comprend pas nécessairement ce qui se passe, ça se peut qu'à un moment donné, quand il y a une coupeuse, que son patron, whatever, il y a une coupure à faire, ça soit le poste, mettons, marketing qui prend le bord, mais si le client comprend ce qu'on fait, puis que, il comprend bien les résultats que ça amène, ces choses-là, va être plus facile à défendre de dire, hey, non, tu peux pas, on peut pas faire, on peut pas tasser ce département-là, mettons, on peut pas couper là-dedans. C'est ça qui nous amène, mettons, du jus pour augmenter, mettons, nos résultats, là. Ouais, exact. Puis tu sais, c'est tout à ton honneur, là, puis c'est bien qu'il y ait Mais fait tout le que temps c'est une cette pression aussi, dimension-là. dans le sens que, c'est une pression qu'il faut que je continue quand même d'apprendre. Mais ça, c'est aussi le fait de, quand t'es à ton compte, je pense que t'as pas le choix d'être autodidacte, là. T'as pas le Absolument. choix de te renseigner puis tout ça, parce qu'à un moment donné, c'est sûr que surtout dans un domaine changeant, mais même dans n'importe quel domaine, je pense que c'est important de, se renseigner sur plus en profondeur, mettons, que juste en surface. Ouais, Question au moins être capable de tenir une conversation, même si tu maîtrises pas 100%, au moins tu es capable de tenir une conversation puis de comprendre les grandes lignes. absolument. Puis tu sais, écoute, on parle de pression, toi puis moi, puis on est à notre compte un peu. Moi, je travaille pour une entreprise familiale, puis on a nos défis, mais tu sais, je réfléchis à ça à voix haute, puis je me dis, tu sais, on se met une pression de bourge aussi, là, de bourgeois, là. Tu sais, je pense aux gens qui travaillent dans les hôpitaux, dans les Ah écoles, ouais! la pression que, tu sais, eux en plus, on se parlait de la pression avant, après. Je veux dire, la pression dans les écoles, dans les hôpitaux, c'est terrible là, dans le système de santé. Là. Puis la pression en plus dans le système de santé, elle est induite un peu malgré eux parce que il manque de ressources, il manque de jus de bras, ils se coupent en huit pour servir des patients. C'est fou. Puis dans les écoles, la même chose, il manque de ressources aussi, de support au niveau de l'enseignement plus spécialisé, des orthopédagogues. Il y a un paquet de défis auxquels ils font face au quotidien qui met une pression énorme sur leur travail. Puis, c'est pas pour rien qu'il y a des burn-out, puis qu'il y a Je pense des qu'il arrêts de maladie. y a la pression, mais il y a aussi comme là, en ce moment, tu parles de ce qui se passe en ce moment, le monde, mettons, personnel de la santé, les enseignants, ceux qui ont à travailler avec du public, en plus d'avoir, mettons, une pression parce qu'il manque de ressources, il faut qu'ils deal avec l'incertitude puis la peur de te dire, je vais-tu pogner ça, genre, dans mon travail, puis après ça, je vais-tu, mettons, infecter le monde, de ma famille ou whatever. Fait qu'à chaque jour que tu rentres, c'est comme si, c'est comme si tu marchais un peu d'un champ de mine, là. Ouais, absolument. Absolument. Fait que, non seulement il y a une pression parce que le système est pas fait pour répondre, mais en plus, il y a la pression en ce moment du virus aussi, puis de la peur, puis de tout ce qui vient avec ça. Mais comme je te dis, avant même ça, avant même la situation à laquelle on fait face depuis 12 mois, ces domaines-là, ces secteurs-là d'activité qui sont l'éducation et le système de santé étaient tellement sous pression déjà que là, écoute, Oui. c'est Ça, juste ça la marmite, elle c'est un a autre débordé. débat, ça. Je Ouais, pense ouais. que aussi, c'est parce que aussi la population en général, comprend pas nécessairement, tout ce à quoi faut qu'il, je veux dire, tout ce qu'il faut qu'il deal avec, là, nous, moi, ma blonde est prof, toi, ta blonde aussi est prof. Ouais. Fait que, on sait un peu plus, mettons, que le public général, si tu veux, ce qui se passe, qu'ils entendent parler par les médias, puis par les pubs à la radio des syndicats qui font juste avoir l'impression de chialer, là. Mais on connaît un petit peu plus c'est quoi la réalité de manque d'effectifs, de pas de soutien, de nécessairement au niveau de la direction, de ces choses-là, de pas de soutien non plus nécessairement du côté des parents qui pensent que c'est la job des profs d'élever leurs enfants. Fait que, on pourrait en parler longtemps. Mais, Absolument. fait que oui, effectivement, pour eux, c'est sûr que la pression de performance, mettons, ça doit quand même être assez rushant. Puis c'est ça, c'est que tu l'as abordé un petit peu un peu plus tôt. Je pense que quand tu as justement beaucoup de pression comme ça, d'anxiété,
de performance, puis que tu sais, t'as la loupe avec le syndrome de l'imposteur qui kick in ou whatever, tu sais, tout ce qui peut faire un cercle vicieux comme ça, c'est un beau cocktail pour, mettons, des burn-out ou ces choses-là. Ben oui, puis écoute, il y en a, c'est en constante augmentation, là, ça fait peur, là, les statistiques qui concernent ça. Fait que tu sais, ça m'amène à dire que je suis en train de, tu sais, je t'en avais parlé, je sais pas si j'en avais parlé dans un autre épisode du livre que j'étais en train de lire, The Subtle Art of Not Giving a Fuck, ou en français, L'art subtil de s'en foutre. Ah, je sais pas si on s'en est parlé dans le podcast ou on s'en est parlé avant de commencer un enregistrement. Je pensais que tu allais me parler de Liberté 45 que tu étais en train de Ah non, ça, on peut en parler aussi, c'est ça, là. C'est ça. Ça aussi, c'est une pression. En fait, les deux livres, c'est ces deux livres-là que je lis en même temps en ce moment. J'ai commandé mon Liberté 45, puis là, c'est ça, là, faut que envoie les REER, envoie tout. Là, ouais, c'est ça. Des gros prêts pour investir dans les REER cette année. Non, mais écoute, on fait faire sa part, on parle de l'art de s'en foutre, là. Ça, c'est un très bon livre, là. Ben, c'est hot parce que, ben, tu sais, je veux dire, c'est sûr que t'en prends puis t'en laisses, mais je pense que la morale, je l'ai pas fini encore, là, mais la morale, dans le fond, c'est que dans la vie, t'as comme un nombre maximum de fuck to give, genre, puis je pense que j'en ai déjà parlé. Mais, comme là, faut que tu choisisses sur quel fuck tu give, tu sais. Fait que, je pense que tu sais, puis j'aime ça aussi des fois quand je me mets trop de pression, j'essaye, en tout cas, de relativiser la chose, tu sais. Tu sors dehors, tu regardes le ciel, tu te dis, tu sais, mettons, je suis comme une graine de... Je suis une olive, pas de noyau dans l'univers, mettons. Ben écoute, t'es une olive, pas de riche dans l'univers. C'est intéressant. Fait que, tu sais, puis c'est bon parce que t'as comme fait le parallèle avec ça tantôt en disant, tu sais, la pression qu'on se met, nous, c'est de la pression de bourgeois, si tu veux. Ouais. Parce que, tu sais, il y a du monde que leur pression est 1000 fois pire, là, tu sais, genre, je sais pas, moi, prends le monde qui ont des appels à la centrale du 911, là, que, genre, faut qu'ils sauvent une vie, là, ou qu'ils gardent la personne en ligne pendant que, tu sais, qu'elle est dans un accident ou whatever, puis que, tu sais, ou que t'appelles parce que ton bébé est en train de s'étouffer ou whatever, puis là, faut qu'elle te donne les consignes pour, pis de te garder calme, puis de te dire quoi faire en même temps pour sauver une vie. Imagine ça, la pression qu'ils ont, eux autres. Absolument. Tu sais, écoute, il y a quelque chose de profondément philosophique dans ta comparaison avec le livre, mais tu sais, je rejoins ce que tu dis, puis je vais aller plus loin, tu sais, la pression, il y en a que c'est de travailler assez d'heures ou d'avoir assez d'argent cette semaine pour mettre du pain sur la table. Là. Ah, c'est ça, exact. Puis, mais penses-tu que tu sais, parce que la pression, t'as le choix de t'en mettre ou pas. Qu'est-ce qui fait, mettons, qu'on se met de la... Tu sais, est-ce que c'est ton boss qui te met de la pression? Je parle, mettons, en entreprise. Comment ça se fait qu'on se met de la pression? Tu sais? C'est ça la question. Il y a quelque chose de... Il y a des valeurs qui sont liées là-dedans. Au même titre que, tu sais, quand on se parlait justement de la gestion des attentes ou plein d'autres sujets qu'on a couverts dans les podcasts. Moi, je pense qu'il y a beaucoup quelque chose de... Tu sais, les valeurs, l'éducation qu'on a reçue, puis tout ça, tu sais... Moi, c'est parce qu'on a peur de justement, parce que je pense qu'on tu sais, depuis tantôt, on jongle avec anxiété de performance puis pression, puis je pense que c'est quand même assez, dans le domaine du travail, en tout cas, je parle, je pense que c'est assez rapproché. Je pense que les deux vont ensemble. Je pense que tu te mets de la pression pour performer. Puis, parce que probablement que tu as peur que si tu performes pas, ben tu vas perdre ton emploi ou te retrouver dans la rue ou whatever, ce qui amène à de l'anxiété plus généralisée, si tu veux. Ouais, mais en même temps... Mais tu sais, en fait, il y a du monde probablement, moi je parle de ça parce que moi je sais que je suis anxieux, il y a du monde qui le sont pas pantoute, puis qui serait comme, tu sais, de quoi tu parles. Ouais, puis en fait, moi j'en ai côtoyé, là, tu sais, je sais pas pour toi, mais moi, tu sais... Il y en a pour qui la pression ou ça leur coule comme sur... Je pense, c'est quoi l'expression qu'on dit, là, comme sur le dos d'un canard? Comme de l'eau sur le dos d'un renard. D'un canard. D'un canard, un renard aussi. Ça peut être un renard aussi. Un renard au printemps, là, quand il y a bien de l'eau et tout ça. Anyway. Mais, tu sais, moi, j'ai été dans des contextes où, j'ai essayé, tant bien que mal, de mettre de la pression sur un employé ou sur quelqu'un avec qui je travaillais parce que la situation le commandait.
Et tu te rends compte un peu avec, je sais pas, comme du désarroi ou tu te retrouves un peu démuni par rapport à ces personnes-là pour qui la pression, c'est pas quelque chose qui fait partie de leur vie. Ils s'en mettent pas de pression. Puis, tu sais, il aurait pu le livre orange que t'es. Ben écoute, je sais pas, mais le livre orange que t'es en train de lire, il aurait pu l'écrire. Tu sais, je veux dire, là, de l'art de s'en foutre, puis de pas s'en faire. Puis je sais pas. C'est parce qu'ils travaillent pour quelqu'un, puis que justement qu'ils se disent, oh, c'est juste une job? Ou... Ben, c'est là où je te dis qu'il y a quelque chose qui a un rapport très important avec l'éducation, les valeurs. Moi, tu sais, pour moi, dans la vie, de performer, de rendre des résultats, d'être excellent dans ce que je fais, c'est important. Moi, je me mets la pression par rapport à ça. Mais c'est d'accepter que c'est pas tout le monde qui fonctionne de la même façon, tu sais, la gestion des attentes qu'on se parlait. Puis à ce niveau-là, ben, il y a du monde pour qui, eux autres, ils ont décidé de vivre leur vie sans se mettre de pression. Peu importe c'était quoi la situation, peu importe c'était quoi la chaîne de commandement, même si tu veux, là, tu sais, là, t'entends quelqu'un qui te dit quoi faire puis qu'il est stressé parce que, écoute, on a un échéancier à respecter, c'est urgent, mais toi, t'as juste décidé de pas t'en faire. Puis il y en a des gens comme ça. Puis écoute, ils s'en font vraiment pas ou il a juste je sais pas, mais moi ce que je me suis toujours dit en fait, c'est qu'ils s'en font peut-être pas pour ça, mais il y a clairement des choses dans leur vie pour lesquelles ils doivent s'en faire plus que moi. Parce que tout le monde s'en fait pour quelque chose à un niveau ou à un autre. Moi, il y a des choses pour lesquelles je m'en fous complètement. Puis pour quelqu'un, c'est une question de vie ou de mort. Et l'inverse est aussi vrai. Là. Pis... C'est ça, exact. Le monde, je pense que tout le monde a à dealer avec de la pression à quelque part. Là. C'est juste qu'il y a, mettons, selon le poste de pression, il y en a pour qui, mettons, le travail puis la profession, ça n'est pas un, versus nous, qui ça l'est peut-être un peu plus que d'autres. Puis en même temps, il y a peut-être du monde que c'est encore pire que nous. Je veux dire, oui, je me mets de la pression et tout. Je pourrais dire... faut que absolument que je travaille jusqu'à 8, 9, 10 heures, tu sais, comme on en a parlé, tu sais, puis quand je suis parti à mon compte, c'était sûr que mon objectif, c'était pas de travailler 8 fois plus que ce que je travaille. Puis tu sais, tout le monde dit, tu pars à ton compte, faut que tu travailles, tu comptes pas les heures, tu travailles 120 heures par semaine. Tu sais, ça se peut même pas, il y a pas 120 heures une semaine. Oui! Ça en reste pas gros pour se coucher, mais oui, effectivement, il y a 120 heures. Tu travailles nuit et jour, puis que tu te réveilles la nuit, puis que tu penses juste, hey man, j'étais là, tant qu'à ça, fuck that, je vais aller travailler pour quelqu'un, puis ça sera lui qui dormira pas, puis tu sais, je comprends là que oui, tu veux partir quelque chose, fait que moi, ça a toujours été ça, de me dire, non, tu sais, je fais mes affaires le plus possible. C'est sûr que tu y penses quand même tout le temps, mais que je sois à mon compte ou bien que je travaille pour une compagnie, ça a toujours été dans ma nature de le soir penser à quand même à mon travail, peu importe c'était quoi, puis peu importe c'était où, d'y penser un petit peu. C'est sûr qu'à mon compte, je pensais peut-être un petit peu plus parce qu'il y a plus qu'un aspect que faut que je m'occupe, mais tu sais, jamais ça a été de dire je travaille toute la journée, puis comme je te dis, je me lève tôt, je me couche tard, puis je fais juste ça là, un moment donné. Oui, je finis peut-être un petit peu plus tard que si je travaillais dans une compagnie, mettons, mon 9 à 5. Sauf que quand j'ai fini, ben, tu sais, comme je ferme l'ordi puis je m'en vais faire d'autres choses. Fait que c'est ça. Peut-être que c'est pas correct, mais en même temps, il n'y a pas de correct ou pas correct. C'est tu fais ta manière, tu fais comme toi, tu penses que c'est bon, puis regarde, tu l'essayes. Puis si je me pète la gueule parce que j'aurais pas assez travaillé fort, ben écoute, c'est ça qui arrivera. Ouais, pis c'est ça, tu sais, maintenant on fait au meilleur, on y va au meilleur de nos capacités aussi. Là. Puis tu sais, on revient à ceux justement pour qui ça coule là, comme de l'eau sur le dos d'un canard. Tu sais, moi, il y a une partie de moi en même temps qui admire ça. Puis tu sais, je t'explique pourquoi. Parce que moi, je sais aussi qu'il y a des effets néfastes à la pression que tu peux te mettre sur les épaules. Oui. T'sais, puis je suis sûr qu'il y en a plein qui te viennent en tête, mais tu t'es irritable, t'es fatigué, t'es pas dedans, tu dors mal, il y a un paquet de choses. Tu te remets en question, etc. Tu te remets en question, ça mine ta confiance. Il y a un paquet de choses dont l'impact est direct quand tu te mets de la pression puis que ça devient justement néfaste. Ou justement, tu as l'impression que quand tu regardes ces personnes-là pour qui il y a no pressure dans la vie, tout va bien, puis la vie est belle, que eux, clairement, ils vivent pas les mêmes genres de répercussions que toi, tu peux vivre parce que tu te mets de la pression. C'est spécial. Puis tu sais, ça fait partie de la game aussi, mais c'est spécial. Moi, ça me fait capoter de penser justement que moi, je peux être chez nous en train
de me ronger les ongles, de ruminer dans ma tête, puis d'avoir de la misère à dormir quand une autre personne qui travaillait dans le même environnement de travail que moi va lui très bien dormir, tout va bien, la vie suit son cours, il n'y a pas de trouble. Là. Non, c'est clair. C'est clair. Je sais pas, toi, c'est quoi les effets pour toi dans la vie quand justement t'as trop de pression? C'est quoi que ça fait concrètement dans le quotidien? Ben moi, c'est ça. Je pense que ça m'arrive à peu près une fois par mois que j'ai comme... je suis comme dans ma semaine de pression. Je suis comme... Dans ta période? Ben ouais, SPM, ça pourrait s'appeler syndrome de pression mentale modérée. Non, pas menstruelle, pression. Non, mensuelle. Excuse, je voulais dire mensuelle. C'est un beau lapsus, ça. Hey, c'est bon, ça. SPM, syndrome de pression mensuelle. Ouais. Sérieux, je le note. On vient de découvrir de quoi? Ça m'arrive philosophique dans ce qu'on fait, j'adore ça. C'est quand même... Non, ça m'arrive tout le temps au moins une fois par mois ou 2 mois où est-ce que je remets tout en question, j'ai le goût de tout sacrer là puis de me dire hey, pourquoi je me fais chier de même. Puis je pense que ça dans le fond, je suis pas mal 90% sûr que tu vois il y a 10% de marge que je suis pas tout seul mettons de monde qui est dans ma situation, qui est à son compte, qui passe pas par ces chemins-là fréquemment puis qui se remet pas en question puis tout ça. Je pense que 100% du monde peut-être même 100% même j'ai l'impression de dire 100% des êtres humains font une remise en question à un moment ou à un autre. Ben, je pense que c'est une bonne chose à faire. C'est juste que c'est ça. Quand ça arrive souvent, tu sais, je suis plus grognon, je suis bougon, je suis dans ma tête. Tu sais, tu vois que je suis pas là, tu sais, tu me parles, puis comme j'écoute pas à moitié, mettons. Parce que je pense à comment régler mon problème. Ouais. Puis ça dure généralement une semaine à peu près. Puis après ça, ben ça redevient correct, puis je continue. Fait que je pense que ça fait partie du processus. C'est tout le temps ça. Après ça, je me dis, tu sais, là, c'est ça me prendrait soit un partner, soit quelqu'un, un employé, quelque chose qui me complète, qui peut m'aider à, tu sais, justement, me déloader un petit peu, là, ou quelque chose. Fait que, tu sais, c'est tout le temps... Ou gagner au Lotomax. Ça peut être un autre solution. Ouais, gagner au Lotomax. Ça peut être une belle façon de sortir en beauté de ce que tu fais. De dire, je m'en fous. J'ai lu mon livre. C'est vraiment pas Liberté 45 friendly, ça, acheter des lotos. Non, je sais. Ce serait vraiment qu'on invite Pierre-Yves McSween à venir nous parler de ses concepts de finances pour les travailleurs autonomes, même pour les travailleurs en général. Ouais. Ce serait très D'ailleurs, c'était hier la journée maximale pour cotiser à ton REER. Ah, pour vrai? Ben écoute... j'ai fait mon virement, mon dernier virement hier soir à Jean 7h. Ouais. Ben écoute, je t'annonce en grande primeur, roulement de tambour. J'ai pas cotisé. Quoi? Tout le monde a ses stratégies. Il y a des raisons. Oh, ouais, non, exact. Mais oui, je sais que c'était la dernière journée. Fiscale. Ouais. Mais, ouais. Non, mais moi, c'est ça, je suis Liberté 45, c'est ça que... ça arrivera pas. Non, mais écoute, on sait jamais. L'entreprise peut prendre une courbe ascendante extraordinaire avec... je peux vendre à des Américains riches, des Asiatiques. Un riche Texan. Ah non, des Asiatiques qui veulent conquérir le Québec. Là, je dis Asiatiques, c'est pas de l'appropriation culturelle, c'est rien de... C'est juste les Asiatiques qui voudraient acheter une compagnie, c'est tout. C'est tout ce que je dis. Ça pourrait être des Italiens aussi. Ça pourrait être des Italiens, pas de discrimination, ça pourrait être n'importe qui en fait. Mais tu sais pas, tu pourrais t'acheter. Peut-être. C'est sûr qu'une business de service, c'est un peu plus dur, mais on sait jamais. Mais là, t'imagines-tu, tu te mets-tu de la pression une fois que tu te fais acheter? Est-ce que, genre, tu te mets de la pression de dire j'espère que ma compagnie va continuer à aussi bien aller que quand c'était moi qui s'en occupait? Non. Oh, c'est une belle question, ça, par exemple, parce que moi, j'en connais des gens qui ont vendu leur entreprise. Puis c'est drôle qu'on... Hey, écoute, c'est le fun, on bascule là-dessus, mais tu sais, qui ont vendu leur entreprise, puis qui continuaient à vivre la pression, puis ils étaient plus là pantoute, là. Ben, ça, j'ai l'impression que le genre d'entreprise que tu parles, c'est du monde qui font... que leur entreprise, c'est comme leur passion. Je pense. Puis que c'est leur bébé, si tu veux. C'est du monde qui sont attachés. Tu sais, je pense que pour avoir du succès, j'ai l'impression qu'il faut que tu aies un genre de détachement émotif de ta compagnie. Faut pas que tu tombes en amour avec ta compagnie.
Faut pas que tu tombes en j'ai amour avec ta l'impression. compagnie, mais puis en même temps, je recale la cassette, je repense à tout ça, les gens que je connais à qui c'est arrivé, puis à qui en fait ça arrive encore, parce que je suis pas assez vieux pour dire dans mon temps quand que j'étais jeune, mais dans le sens que c'était surtout des entreprises de services. C'est des gens qui étaient beaucoup dans les entreprises de services qui avaient un lien privilégié avec chacun de leurs clients, tout ça, puis qu'à un moment Ouais. donné, ils sont arrivés à un point où ils ont vendu pour X, Y raison, mais que, tu sais, c'est derrière eux autres, la transaction est avalisée, tout est fait, le chèque est déposé, là, c'est fait, là, ça fait même des mois, là, mais vivent une pression au quotidien en se demandant si leurs clients reçoivent toujours un aussi bon La service même depuis qu'ils qualité de sont service. plus là. C'est Ouais. sûr que c'est sûr que si ça arrivait, ben, premièrement, t'as pas le choix, je pense, quand c'est une compagnie de service, justement, de rester un petit bout de temps pour faire la transition. Ouais. C'est sûr que je m'assurerais tu sais, oui, que mes clients aient le même niveau de service que moi je donnais, là, ça c'est sûr et certain. Mais ce que je veux dire, c'est que là, tu me parles d'une business de service, c'est vrai, mais je pense que le monde qui ont vraiment, tu sais, qui partent leur compagnie en fonction de leur passion, euh, le problème, je pense, avec ça, c'est que si, mettons, la compagnie va mal un moment donné, tu seras pas capable de tirer à la plug et de dire parce que c'est ta passion puis parce que c'est ça, c'est comme si c'était un échec comme profond, je pense, de tirer à la plug sur une compagnie comme ça que versus si t'as pas d'attachement émotif, que tu sais, c'est pas une passion que tu sais, je veux dire, je suis pas passionné par ce que je fais, là, tu sais, j'aime ça, c'est correct, je fais mes trucs, c'est parce que c'est ce que je connais, mais je suis pas passionné. Si demain matin, ça marche pas, ben, tu sais, je vais trouver ça vraiment plate, mais tu sais, je vais être capable de me trouver d'autres choses. Tu sais, c'est pas comme si j'étais genre, moi, je capote sur gosser des crayons puis rendre ça à des formes médiévales ou whatever, puis je me pars une business de ça, puis que c'est la seule affaire que je sais faire, puis que là, ça marche pas parce qu'il y a aucune demande pour mes crayons médiévaux. Parce que c'est ultra niché, puis il y a 2 personnes dans le monde qui seraient intéressées à ça. Mais tu sais, je vais pas, tu sais, comme si c'était mon cas, je m'accrocherais à ça, puis je serais comme non, ma compagnie médiévale ou whatever, tu sais. Ben là, en ayant un détachement, puis en disant, tu sais, je le fais parce que en fait, c'est que tu t'enlèves un peu une pression de justement d'être détaché de ça, puis d'être capable de tirer à la plug quand ça marche pas, parce que tu reconnais que ça marche pas, puis de pas t'acharner. Ben, je pense que moi, à ce niveau-là, ça serait, je serais capable. Ouais. De par la nature de ce que je fais, puis comment je suis impliqué, si tu veux, émotivement, mettons. C'est sûr que j'aime ma compagnie, je trouve ça cool, etc. Mais tu sais, ça reste quand même une business service, j'ai rien inventé. Là. Je suis pas un inventeur. Non, mais puis tu sais, il y a... Mais en même temps, cette anxiété de réussite-là, de vouloir quand même des fois réussir à tout prix, puis il y a une pression qui est comme sociale aussi par rapport à ça. Ah, ça c'est clair, là, je veux, tu sais, puis je pense que je fais ce qu'il faut pour que mes affaires marchent, tu sais, ça va bien, j'ai une belle évolution, etc. Je fais ce qu'il faut. Oui, je me mets de la pression, parce que oui, effectivement, comme tu le dis, c'est clair qu'il y a un aspect social aussi de dire, j'ai pas le goût que le monde se dise que c'était un échec, j'ai foiré. Tu sais, là, je commence à être rendu à une couple d'années, mettons, ben, je suis encore une compagnie très, très jeune, là, je veux dire, je vais finir ma 3e année dans 3 mois, là. Mais, en ce moment, je suis quand même fier de où je suis rendu. Je vais pouvoir dire que j'ai quand même réussi, mettons. Ouais. Mais là, c'est sûr que là, t'arrives à un point, là, l'autre pression, c'est est-ce que je scale comment, puis est-ce que je me satisfais de ce que j'ai, puis je continue dans cette voie-là, tu sais, je surfe, mettons, sur la vague, c'est ça, la pression que j'ai, moi, en ce moment. Ouais. C'est fou. Parce que c'est incroyable parce que justement, la pression, elle est partout. Ça fait 40 minutes qu'on parle de ça, qu'on parle de pression, puis elle est partout, puis à tellement de niveaux que tu veux, tu veux constamment un peu, je sais pas, devenir la meilleure version de toi-même dans tout ce que tu fais. Tu sais, c'est un peu ça la pression qu'on se met aussi. Tu sais, je parlais de pression sociale, tu sais, par rapport aux autres, en fait, j'y repense. Bon. Je repense pendant que tu dis ça, pression sociale, on s'entend que c'est de la grosse marde, là. Tu sais, dans le sens que c'est pas, tu sais, c'est comme superficiel, là. C'est pas, c'est un peu comme le syndrome du voisin gonflable. Ouais. Tu sais, tu veux réussir, tu veux bien paraître. Tu sais, en fait, c'est ça. Je pense que
il faut que tu aies un détachement de ça aussi, justement, la pression sociale, puis de t'en foutre, puis de faire les affaires pour toi, pas pour les autres nécessairement. Ouais. Mais tu vois, tu sais, ouais, excuse, vas-y. Ben moi, c'est pour ça que je fais mes affaires, tu sais, je suis pas à mon compte pour quelqu'un d'autre puis pour impressionner personne. J'étais à mon compte parce que j'avais le goût de l'essayer, j'avais le goût de pas dépendre d'un boss, j'avais le goût de savoir c'était quoi. J'ai appris tellement d'affaires à tous les niveaux, là, au niveau personnel sur moi-même, mais sur comment gérer une business, les affaires de comptabilité, toutes les affaires que je touchais pas nécessairement. C'est pour moi que je l'ai fait, là, puis pas pour le voisin. Là. Absolument. Tu vois, moi, la liberté que j'ai de dire hey, j'ai le goût de prendre 1 heure off puis de rien faire ou ben de me checker une série ou peu importe ce que je fais, là, aller m'entraîner, n'importe quoi, aller prendre une marche, ben il n'y a pas personne qui va me timer puis que mec je revienne qui va me dire t'as pris une peu plus longue pause que ce prévu. C'était une longue marche que vous avez pris. C'était une longue marche, l'ami. J'espère que tu finiras une demi-heure plus tard ce soir. Oh wow! Mais ça, c'est comme hey, j'en reviens pas. Je pensais encore à une place où je travaillais, tu sais que il checkait quand on rentrait le matin, puis à un moment donné, je reviens de vacances, d'une semaine de vacances, puis genre j'arrive à 9h30 au bureau, mais tu sais, je restais tout le temps au bureau jusqu'à genre 6h30, 6h30, mettons. Là. Puis ma première journée de retour, il me rencontre pour me donner de la merde parce que je rentre plus tard que genre 9h. Je suis comme, dude, tu me niaises-tu? J'ai un collègue qui rentre, lui, ok, au pire, il rentre à 8h30, mais stead à 4h, il clock out, là, avec sa petite boîte à lunch, puis il s'en va, puis il bonne ouais. Je suis comme, dude, tu sais, on fait le même nombre d'heures dans la journée, là. Lui, il rentre juste une demi-heure plus tôt, là. C'est quoi le problème, là? En tout cas, c'était mon aparté. Ouais, non, mais écoute, c'est pertinent quand même, là. C'est ça. Mais écoute, c'est l'impression, moi, je m'arrête de dire que moi, je me suis planté en affaires il y a une dizaine d'années, mais genre, vraiment planté. Je me suis pété à gueule, là. On va dire les mots. N'ayons pas peur des mots. Je me suis planté, je me suis pété à gueule. On était 2 là-dedans. J'étais avec quelqu'un de ma famille, appelons-le Rodrigo, pour pas faire de name drop. Dans ta famille de Mexicains? Ouais, dans ma famille de Mexicains, parce qu'on sait que j'ai des racines mexicaines, je l'annonce, là, des racines mexicaines de Saint-Bruno de Montarville. En tout cas, bref. Mais, ouais, je suis en affaire avec Rodrigo, qui est un membre de ma famille, puis, tu sais, on s'est... c'est ça, on s'est planté, puis je me souviens, tu sais, je me transporte à cette époque-là, puis je me mettais beaucoup de pression parce que justement, c'était vraiment social, tu sais, je me disais, je me suis planté. Puis écoute, là, il y a 10 ans, 11 ans, là, j'étais jeune, là, tu sais, j'avais bien des chums qui étaient encore à l'école, qui avaient probablement rien, ou presque rien entamé dans leur vie, d'un point de vue professionnel. Ouais. Moi, j'avais fait ça, mais tu sais, cet échec-là, pour moi, c'était pas invivable parce que je m'en suis sorti, puis tu sais, je me suis sorti, je pense, grandi de ça. Mais je me rappelle, à ce moment-là, je me mettais beaucoup de pression, puis je me disais, tu sais, j'ai échoué. C'est quoi la perception que les autres vont avoir de moi. Puis tu sais, aujourd'hui, j'ai complètement changé mon fusil d'épaule. Ce qui m'est arrivé. Mais c'est quoi qui est arrivé? Est-ce que ça a été si pire que ça? Ouais, ça a été si pire. On s'est planté, on a eu un commerce, ça l'a fermé, plein de Non, mais ce que je veux dire, c'est est-ce que tu t'es fait juger tant que ça? Non. Non. Ben, tu sais, en fait, je le saurai jamais parce que tu sais jamais, t'es jamais hâte de voir dans la tête des gens qu'est-ce qu'ils pensent de façon complètement transparente. Je pense que comment je pourrais bien dire ça? Je pense qu'on s'en calisse que ce que le monde pense. Dans le sens que oui. Mon Dieu, le monde qui vont juger, avec un peu qui vont être comme tu sais, je le savais, tu sais, tu sais. C'est du monde qui sont jaloux, je pense. Parce qu'eux aussi, ils auraient aimé ça faire ça, mais ils ont juste pas eu les balles de le faire. Ouais. Je pense que c'est ça, moi, la vérité. Absolument. Mais en même temps, il y a ça, tu l'enlèves pas quand t'es quelqu'un, justement, comme on dit depuis le début, qui aime performer, qui aime... tu sais, je pense qu'il y a une dimension de bien paraître aussi, là, c'est poche pis c'est cliché, là, mais tu sais, c'est le fun de dire que t'as réussi, c'est le fun de dire que ça a fonctionné. Mais tu sais, aujourd'hui, pis ça, encore une fois, c'est ultra cliché, mais tu sais, je me suis planté pis c'est ce qui a fait que j'ai réussi où est-ce que je suis rendu aujourd'hui. Exactement. Tu sais, avec le recul, c'est ça que t'es capable de prendre conscience de ça avec le recul. Mais là, tu sais, t'as appris, l'affaire c'est ça, c'est que t'as appris de ça. Tu sais, si mettons t'avais refait la même affaire exactement pareil 2 fois de suite, là t'aurais été un peu lourdeau. Mais premièrement, puis Einstein n'aurait vraiment pas été fier de moi. C'est ça. Mais là, t'as appris quelque chose de ça. Tu sais, y a pas rien de mal à que ça marche pas, c'est juste
la leçon que t'en tires, puis comment tu fais pour après ça t'amener. Tu sais, tu serais peut-être pas où t'es là si t'avais pas fait ça. Tu comprends? Ouais. Tu sais, moi, mettons, je sais que en ayant réussi à partir, mettons, de rien, une compagnie, je sais que ça a une valeur, ça, pour une entreprise à quelque part, un moment donné, si jamais ça marche pas, de dire, hey, regarde, j'ai été à mon compte, j'ai parti ma compagnie, j'ai fait ça tant d'années, j'ai fait tant de revenus, etc. Tu sais, j'ai réussi à scaler, j'ai réussi à faire telle affaire, ça a une valeur parce que ça prend une discipline, puis ça prend, tu sais, plus que d'autres ont pas nécessairement qui l'ont pas fait. Fait que j'ai l'impression que, tu sais, oui, le monde oui, c'est comme stressant de se dire, ah, tu sais, qu'est-ce que le monde va penser, etc. Mais dans le fond, c'est que si t'en parles pas de comment que ça va ou whatever, ben, tu sais, personne le sait. That's it. Tu sais, quand le monde te demande comment ça va tes affaires, je vais te dire, ça va bien. That's it. Ouais, mais en T'es même pas temps, obligé de t'étaler. Tu sais, ton succès, tu sais, t'es pas obligé le d'étaler succès ton que t'as, succès. dans le fond, non il est plus. pour toi. Ben oui, Comment? absolument. T'es pas obligé d'étaler ton succès ou tes C'est échecs. ça. Là. Il y a Tu sais, personne qui t'oblige puis à d'un faire autre ça. côté, je veux dire, je pourrais aller, tu sais, je pourrais aller m'acheter une Porsche qui représente pas tout mon niveau de revenu pour que le monde pense que tu sais, pour que le monde pense que j'ai Wow. réussi. Puis combien de monde Ouais. font ça? Hey, tu sais. c'est tellement un bel exemple, ça. Malade. Mais non, mais c'est vrai, tu sais. Mais je ça veux revient, dire, ça revient à dire, quand quelqu'un te demande si ça va bien, en même temps, moi aujourd'hui, tu sais, je suis beaucoup plus transparent quand je réponds. Tu sais, c'est pas la première fois qu'on entend ça, là, la bonne vieille question anodine de dire comment ça va, puis tout le monde répond ça va bien parce qu'ils pensent même plus à leur réponse. Moi aujourd'hui, ça va toi. ouais, c'est ça, tu sais, le ça va toi. Tu sais, aujourd'hui, j'essaie de faire attention à ça, puis j'essaie d'être conscient, tu sais, de dire justement. Au lieu de vouloir dire genre hey, faut que ça aille bien tout le temps, tout ça, je vais le dire à certaines personnes des fois, ben tu sais, ça va pas si bien que ça, ça va normal. Ça Ouais, va mais correct. là, parce que ça te permet d'expliquer pourquoi, puis peut-être la personne à qui tu parles, elle a peut-être une piste de solution pour toi, tu sais. Exact. Et ça relâche la pression, parce qu'au lieu de Ouais, cacher quelque chose, tu caches rien. Tu dis, puis je pense qu'il y a ça aussi dans la pression, c'est de pas cacher. Tu sais, souvent on se met de la pression parce qu'on se dit je veux pas que telle personne voit que ça va pas bien, je veux pas que tel patron ou collègue de travail voit que j'ai de la misère à performer ces jours-ci, puis tout ça. Puis justement, au lieu de dire ben écoute, c'est moins facile ces jours-ci, c'est moins ça, je suis moins dans ma zone, je suis moins confortable, j'ai moins la tête là, puis je performe moins bien, on aime mieux dire non, je dirai rien. Puis je vais m'arranger pour que tout revienne de bord comme du monde, puis tout le monde pense que tout va bien, puis que je suis extraordinaire dans ce que je fais. Puis ça, là, je suis prêt à mettre ma main dans le feu, dans le poêle, dehors, où tu veux, que beaucoup de travailleurs, de gens, peu importe les catégories, peu importe qu'ils soient dans l'administration, la gestion, au niveau de la production, les ventes, la comptabilité, les ressources humaines, name it, qui vivent ça dans une année, de se dire, je dirai rien, mais je vais m'arranger pour que ça paraisse pas, puis ça va bien aller, je vais performer, puis c'est là que le déclic de la pression se fait tout de suite. Ben, c'est comme un, comment je dirais, le parallèle est, tu sais, c'est vraiment énorme comme parallèle, si tu veux, mais tu sais, c'est un peu comme, mettons, quelqu'un qui se fait intimider, puis qui décide de rien dire, puis qui accumule, ou au pire dans une relation de couple, ou peu importe que tu dis rien, puis que t'accumules, quand la personne te demande quand ça va, t'es là, ouais, puis que tu dis jamais ce qui va pas, c'est un peu le même principe, parce que dans le fond, c'est que tu veux pas, si tu veux choquer, ou créer un débat, ou whatever, tu sais, c'est deux parallèles complètement différents, mais je pense que ça se rejoint quand même un petit peu, dans le sens que si ça va pas, je pense que c'est mieux de le dire. Puis les raisons, moi je pense que justement, en y repensant, quand quelqu'un te demande ce qui va pas, mettons, que ce soit en affaires, si on parle en affaires, mais d'exposer ton problème, peut-être que la personne, justement, comme je disais plus tôt, elle va avoir une piste de solution pour toi qui va te permettre d'avancer. Parce que c'est sûr que tous les problèmes, tu peux pas tous les régler toi-même tout seul tout le temps. Tu sais, à un moment donné, ça te prend de l'aide externe, ça te prend un avis externe, ça te prend. Tu sais, moi, ça arrive des fois, ma blonde est. Ben, c'est ça. Ma blonde n'est pas dans le business pendant tout, là, puis elle est prof, là. Tu sais, elle n'a rien à voir en marketing et tout, là. Mais des fois, j'ai quelque chose, puis tu sais, j'y en parle, puis elle a comme un œil complètement externe. Fait que quelque chose qu'elle va me dire que je suis comme, ah, ben ouais, dans le fond, tu sais, comme, j'ai pas pensé à ça, parce que moi, je suis dedans, mais toi qui connais pas si tu veux ça, tu sais, tu y vas juste avec une logique de genre, moi, je ferais ça, ben, ça m'amène déjà à réfléchir à, ben ouais, dans le fond, tu sais, c'est pas fou. J'écoute complètement champ gauche, mais qu'en même temps, c'est tellement. C'est ça, mais je vais développer logique. là-dessus, puis je pense que c'est une bonne piste de solution. Ouais. Très bien. Fait que c'est ça, Colin.
On dirait Au que sujet. j'ai moins de pression tout d'un coup. Ouais, non, mais c'est un sujet qui est riche, tu sais, la pression, puis pour un peu boucler la boucle, tu sais, comme on dit au début, d'habitude, justement, les 5 à 7 comme ça, tu sais, tu l'as dit, là, tu sais, ça aide à relâcher la pression. On ventile sur les On ventile avec nos collègues, amis ou avec nos collègues de travail, les frustrations, les échecs, ce qui se passe bien aussi, mais surtout quand on ventile, généralement, c'est ce qui est le négatif, là, tu sais, fait que toute la pression, tout ce qui fonctionne pas bien. Puis je pense que c'est bien d'en parler. Tu sais, je pense que c'est ce qu'on fait, ça sert à ça aussi, là, ces discussions-là. Mais c'est un sujet riche, la pression. Puis je pense qu'il y en a toujours eu, il y en aura toujours, il y en a encore. C'est pas prêt de disparaître, là, ça. C'est juste que je pense qu'il faut. En fait, c'est d'être conscient que tu te mets de la pression puis d'essayer de la canaliser le mieux possible pour justement vivre mieux avec, là, parce que je pense que tout le monde en a à un certain niveau. Faut juste apprendre à vivre avec, puis trouver des moyens de s'aider, puis cotiser dans ses REER. Liberté 45, wow, quelle belle façon de rename drop qu'arrive McSween avec son livre Liberté 45, d'avoir des cotes. Faudrait qu'il me donne une commission sur... En fait, je suis sûr qu'il nous en donnera jamais, mais écoute, jamais. C'est drôle d'en parler. Mais écoute, on est en train de terminer. Je veux pas qu'on oublie de dire que dans les prochaines semaines, je pense qu'on va avoir justement un autre invité qui va se joindre à nous pour le podcast. Oui, c'est vrai. Je vais le reconfirmer. Là. J'aime pas ça faire des annonces. Il faut y mettre de la pression, il va nous écouter, ça va y mettre de la pression, il va être là, c'est sûr. Mais c'est ça. On va avoir un épisode où on va parler des ventes, probablement. En fait, pas mal sûr. Et, on va parler des ventes, mais moi, j'ai un ami qui donne le cours de vente conseil au DEP, aux adultes. Fait que je lui ai demandé s'il voulait venir nous en parler, parce qu'on avait déjà parlé un peu plus tôt dans un autre épisode des techniques de vente, est-ce que ça avait changé avec le temps, etc. Est-ce qu'il y a des bases qui restent, puis tout. Fait qu'il avait dit que oui, il serait intéressé à venir. Donc, dans les prochaines semaines, là, techniquement, on devrait l'avoir avec nous pour en parler. Fait que je pense que ça va être intéressant. Mais comme je te dis, j'aime pas ça faire des promesses parce que d'un coup qui arrive de quoi puis qui peut pas, Colin, on va l'avoir dit, mais au pire, on parlera des ventes. En tout cas, pas de pression, mais la balle est dans son camp. Je sais pas c'est quoi son nom, mais quand il va nous écouter, il va savoir que c'est de lui qu'on parle. Donc, il est obligé d'être là. Pas de name drop. Pas tout de suite. Pas jusqu'à temps qu'il soit là. C'est ça. Fait que cool. Là-dessus, on va rapper l'épisode de la semaine de relâche. Puis ouais, c'est ça. Fait que merci d'avoir écouté ceux qui se sont rendus jusqu'à la fin. Puis je vais rappeler encore une fois les plateformes sur lesquelles on est. Donc, on est sur Spotify, sur Apple Podcasts, sur YouTube, sur SoundCloud, et puis notre page Facebook Entre deux Martini, notre Twitter @2martini tout en lettres, et notre email si vous voulez nous écrire entre2martini@gmail.com tout en lettres. Donc c'est ça. Puis si vous allez sur Apple Podcast, si vous nous écoutez sur Apple Podcast, si vous pouviez nous laisser un review si vous aimez ce qu'on dit, ça va nous faire connaître un peu plus. Puis ça serait bien sympathique si vous nous écoutez d'aller nous donner un review sur Apple Podcast et aussi sur YouTube, en fait sur toutes les plateformes que vous pouvez. Mettez-nous des étoiles. Si vous aimez pas ça, mettez des petites étoiles. Si vous aimez ça, mettez des grosses étoiles. Puis ça va nous faire plaisir. Fait qu'on est bien content de vous partager chaque semaine nos idées de podcast, nos expériences personnelles et tout. Puis on espère que ça vous plaît aussi de nous écouter. Yes. As-tu un mot de la fin? Garde-robe. OK. Avec Olive. Olive noyautée. J'adore nos mots de la fin. C'est extraordinaire. Je suis rendu quelqu'un. Ah oui, des olives de riche, c'est pas rien. Exact. Alright. Fait que là-dessus, je vais souhaiter à tout le monde un bon 5 à 7, des bons martinis, puis une bonne fin de semaine de relâche si vous nous écoutez cette semaine. Sinon, bon été dans pas long, bon début de printemps, bonne vie. Yes. Mettez-vous pas trop de pression. À la semaine prochaine. Salut. Merci, Marc. Salut.